Merci beaucoup. Donc d'emblée, je remercie Émilie Arnoulet de prendre la parole. À bientôt. Bonjour à tous. Alors, je vais continuer dans la même lancée que Jessie et être dans la même. Je vais essayer de contribuer à ce que ça soit complémentaire mon intervention. J'avais toujours un petit peu peur qu'il déborde sur la mienne, mais finalement ça va. Donc, moi, je vais plutôt vous parler. Alors, j'ai essayé d'aborder plein de mots, hein, finalement. On a parlé de discrimination, parlé d'égalité de traitement, parlé de préjugés, de stéréotypes. Donc, moi, je vais aussi surtout m'attacher à définir ces termes-là. Il a également parlé de ce qui pouvait concerner l'approche juridique, une approche sociologique. Donc pareil, je m'attacherai aussi à bien distinguer ce qui va relever de l'approche juridique, de la discrimination et de l'approche sociologique. Ou psychosociale, puisque moi je ne suis pas sociologue comme on l'a annoncé ce matin, mais je suis plutôt du côté psychologique. Donc je vous parlerai finalement de tous les mécanismes qui sont sous-jacents à ces discriminations et qui sont plutôt abordés du coup sous l'œil psychosocial. Mais je ne me considère pas comme une experte puisque je vais me présenter aussi. Donc, je suis responsable du pôle ressources, intégration, lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Donc, c'est un pôle qui est un lieu ressources. Donc, je suis plutôt sur le terrain que derrière les bouquins. J'ai déjà été derrière les bouquins, donc maintenant je viens sur le terrain. Moi, j'ai plutôt fait l'inverse de Jessie, ce qui m'empêche pas d'avoir 10 ans d'expérience maintenant sur cette thématique et de pouvoir bien vous présenter ce qui se passe à la fois sur le terrain et comment finalement on arrive à mettre en place des choses plutôt concrètes, mais en s'appuyant aussi avec un peu de théorie. Voilà, donc ce lieu, le PRILD, donc le pôle ressources intégration, lutte contre les discriminations et pour l'égalité, c'est un outil qui est financé par l'État et la région, donc qui se veut un lieu ressource pour les acteurs du territoire sur les questions d'égalité femmes-hommes et sur les questions de discrimination. C'est un centre de documentation. Alors, j'anime aussi l'atelier cet après-midi s'outiller contre les discriminations, donc j'ai apporté bien entendu un extrait de mon centre de doc, pas tout, hein, mais beaucoup de jeux qui peuvent tourner autour de cette question-là. Donc une information, de la production de connaissances sur cette question, de la formation, de la sensibilisation. Alors pour certains, j'ai déjà travaillé beaucoup avec eux. Et puis, ce que je peux aussi proposer, c'est des appuis aux acteurs, hein, sur des projets qu'ils souhaitent mettre en place sur les territoires. Voilà, rapidement pour le pôle, pour plus de précision sur ce qu'on fait. J'interviens bien entendu sur la région. Et le PRILD est dans une structure qui s'appelle Arifor, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais voilà, une structure pareille qui est financée dans le cadre du contrat de projet État région. Donc, je viens pour voilà, définir et puis essayer surtout d'illustrer par des exemples concrets ce qu'on entend par discrimination. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de discrimination. Je ferai un, puisque finalement, Jessie en a beaucoup parlé, mais on ne l'a jamais défini, de tout ce qu'on entend par racisme, sexisme, homophobie, agisme. Hein, on peut aller encore un peu plus loin sur tous ces concepts idéologiques qui sont derrière. Donc prévenir les discriminations, ça revient à mobiliser collectivement les acteurs de la vie sociale. Parce qu'on se rend compte que finalement, on peut être facteur de discrimination, tout à chacun, et aussi acteur de la lutte contre les discriminations. Mais alors, il faut nécessairement savoir de quoi on parle pour mieux identifier du coup nos pratiques qui peuvent être potentiellement discriminatoires et pouvoir lutter efficacement contre et travailler avec son public. Donc, en tant qu'acteur de jeunesse, on partage bien sûr un certain nombre de valeurs, des valeurs communes qui sont respect, tolérance, fraternité, égalité. Mais toutes ces valeurs, en fait, n'empêchent pas de commettre d'actes de discrimination. C'est intéressant de les partager, c'est bien, c'est ce qui fonde finalement notre pratique professionnelle, mais ça ne suffit pas pour nous empêcher de faire de la discrimination. Alors je dis nous parce que je ne suis pas à l'abri d'en faire un jour. D'ailleurs, voilà, hein, comme dit Jessie, il faut être modeste et je ne me sens pas à l'abri un jour de pouvoir commettre d'actes de discrimination.
Donc, discriminer, finalement, ça revient à quoi? Ça revient littéralement, au sens vraiment le plus basique du terme, c'est trier, séparer les éléments entre eux. C'est distinguer. Donc, ce qui revient à faire, en fait, un tri, à catégoriser des éléments entre eux. C'est quelque chose, finalement, qu'on fait tous les jours. C'est une opération mentale ordinaire. On est obligé de trier ces éléments, sinon on est submergé d'informations et on a besoin de catégoriser ces éléments. Maintenant, quand on sépare et qu'on trie, on va le faire bien entendu selon des critères spécifiques. Alors, je vais prendre un exemple. Dans mon armoire, je classe les chemises par couleur. Ok. Ce matin, j'ai choisi la blanche. Et du coup, voilà, je les ai classées par couleur. J'aurais très bien prendre un autre classement, mais je les ai choisis par couleur. Cette situation-là, du coup, j'ai pris une décision, j'ai pris la blanche. Ça, bien sûr, ça fait que ça a impliqué un choix et une décision de ma part, une sélection. Alors, sur quels critères j'ai opéré ma sélection? Là, c'était sur la couleur. Ça n'engage pas une grande responsabilité de ma part d'avoir choisi une chemise blanche. Par contre, si je change de situation et je suis plus devant mon armoire en train de choisir mes fringues, mais que je suis dans un recrutement et que là, j'ai reçu un certain nombre de candidatures et pour forcément choisir mes candidatures, je vais forcément avoir un certain nombre de critères sur lesquels je m'appuie. Donc je vais établir un premier point de séparation entre des CV que je vais retenir, des candidatures donc que je vais retenir et des candidatures que je vais rejeter. Maintenant, quels critères j'ai utilisés pour établir ces deux piles de CV? Alors j'aurais pu retenir bien sûr les compétences, mais j'ai aussi regardé l'âge, j'ai aussi regardé le sexe, j'ai aussi regardé la photo quand il y en avait une. Et finalement, en m'appuyant sur des critères comme l'âge, comme le sexe, comme l'apparence physique, ben finalement je me suis rendu compte, enfin pas encore, mais je me suis appuyée sur des critères qui n'étaient pas légitimes, qui étaient illégitimes et qui, on va vite se rendre compte, sont aussi illégaux. Donc finalement, j'ai fait une discrimination. Alors, j'ai pu faire une discrimination, j'ai pu sélectionner dans un premier temps sur les compétences, et puis pour finaliser un peu mon truc, j'ai regardé plutôt le sexe des gens, et j'ai mis de côté toutes les femmes. Parce que finalement, le poste pour lequel j'ai déposé l'annonce, il demande des responsabilités, c'est quand même un poste qui amène à beaucoup de déplacements. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Donc j'ai écarté les femmes de mon recrutement. Mais avant, quand même, j'avais quand même un peu regardé les compétences. Alors du coup, on a bien une inégalité de traitement. On a traité de manière différente les femmes et les hommes sur la base de critères et dans une situation comparable. Donc discriminer, c'est le fait de traiter différemment une personne ou un groupe de personnes en raison d'un ou plusieurs critères. Donc c'est bien une inégalité de traitement. C'est aussi un délit. On ne l'a pas forcément dit ce matin, puisque ce n'était pas forcément le propos de Jessie, dans un premier temps, mais c'est un délit. La loi du 16 novembre 2001, effectivement, qu'on retrouve dans le code pénal et dans le code du travail, nous dit que c'est un délit. Alors j'y reviendrai un peu plus tard pour vous dire finalement ce qu'on risque si on fait de la discrimination. Mais il faut avoir bien ça en tête, puisque la plupart du temps, quand on interroge les gens sur ce que c'est la discrimination pour eux, c'est absolument pas le premier terme qui nous sort. Le mot délit ressort jamais. Ou alors pour des gens qui ont déjà eu une petite sensibilisation sur les discriminations, donc ont retenu, ah oui, au fait, nous sommes aussi des délinquants quand on commet de la discrimination, mais sinon c'est quelque chose qui n'est pas du tout intériorisé et qui est finalement... la discrimination, c'est assez banalisé, donc c'est aussi pour ça que ce terme-là ressort très peu. Jessie l'a dit, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que c'est un acte. La discrimination, c'est un acte. Il y a 4 conditions pour qu'on puisse qualifier une discrimination. Il y a le fait de commettre un traitement défavorable entre un ou plusieurs personnes. Il faut qu'on puisse comparer toujours ces deux situations.
Il faut qu'il y ait un ou plusieurs critères. Donc je vous parlerai des motifs ensuite, 18 motifs, on l'a dit tout à l'heure, je vais vous les citer rapidement. Et il faut surtout qu'il y ait un acte de discrimination. Tant qu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de discrimination. Sinon, on reste sur le pendant de l'idéologie. Alors, 18 motifs de discrimination que je vous cite. Âge, sexe, origine, orientation sexuelle, mœurs, caractéristiques génétiques, handicap, état de santé, situation familiale, appartenance réelle ou supposée à une nation, une ethnie, une race, celui-là compte pour 3. Le patronyme, les opinions politiques, la religion, les activités syndicales, l'apparence physique et le dernier qui a été ajouté en 2006, l'état de grossesse. Voilà, donc 18 motifs de discrimination. Donc quand on vous dit que c'est compliqué finalement de mettre un plan d'action pour travailler sur les 18 motifs, effectivement, c'est pas simple. Donc l'idée, quand on travaille sur cette question, c'est effectivement peut-être de faire un choix à un moment donné, de travailler sur tel ou tel critère. On y reviendra après. Je suis toujours sur l'approche juridique finalement de la discrimination. Le droit distingue 2 types de discrimination. Des discriminations qu'on va appeler directes et des discriminations que l'on va nommer indirectes. Alors, qu'est-ce qu'une discrimination directe ? Une discrimination directe, c'est une différence de traitement intentionnelle et délibérée qui est fondée sur des critères prohibés. Donc, les critères qu'on vient de voir juste avant. Par exemple, recruter un garçon parce que je mets en place une activité découverte des jeux de ballon ou voilà. Donc je vais recruter que des garçons. Délibérément, je fais ce choix. Alors, c'est les discriminations les plus connues, certes, mais ce n'est pas forcément les actes discriminatoires qui sont issus de ce mode de production. On va plutôt, parce que maintenant les gens commencent à connaître le droit aussi, la discrimination directe, c'est bon. Ou alors, on peut toujours utiliser des faux prétextes, de toute façon, mais on est bien sur une intentionnalité de vouloir discriminer. Quant aux discriminations indirectes, par contre, c'est un critère ou une pratique qui est apparemment neutre en apparence et qui est susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs que je vous ai cités tout à l'heure, un désavantage particulier pour un ou plusieurs personnes. Alors, par exemple, donc ça c'est une discrimination finalement qui est beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus difficile à cerner, qui est non intentionnelle et qui bien souvent renvoie à des situations collectives. Ça veut dire que là, on n'est pas tout seul à faire de la discrimination et on peut être pris, j'ai essayé de l'aborder à la fin, dans un système qui fait que on va créer de la discrimination, produire de la discrimination. Alors, un exemple bien concret, embaucher l'été que les enfants du personnel pour les remplacements. Ça, c'est une discrimination indirecte. La pratique est apparemment neutre en apparence, mais si je ne recrute que les enfants du personnel pour mes remplacements d'été, j'ai commis un acte de discrimination sur le critère de la situation de famille. C'est pas visible en apparence. Ça a même été un moment, des gens se sont battus pour avoir ce privilège de pouvoir faire en sorte que les enfants du personnel soient prioritaires sur les emplois d'été. Mais sauf que si on ne recrute que des enfants du personnel, on vient tomber sous le coup de la discrimination liée à la situation familiale. Ce que je voudrais bien que vous compreniez, qu'on distingue bien ensemble, c'est que ce sont bien des rapports de pouvoir que je viens de vous décrire là, et qui sont, mais qu'on retrouve que dans une relation publique. Alors, qu'est-ce que j'entends par relation publique ? C'est-à-dire qu'on va retrouver ce type de choses dans les domaines, par exemple, de l'emploi, du moment où vous cherchez un stage quand on est en 3e jusqu'à sa fin de carrière. On va retrouver ce genre de choses dans l'éducation, dans l'accès à l'éducation, l'accès à un logement, l'accès à la santé, l'accès aux biens et aux services. Et que c'est que dans ces domaines-là qu'on va retrouver de la discrimination, au sens juridique du terme. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que c'était un délit. Et du coup, qu'est-ce qu'on risque si on commet de la discrimination ? On risque quand même assez gros. C'est un délit qui est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende pour des personnes physiques. Alors, des personnes physiques, c'est vous et moi. Le risque augmente
quand vous êtes une personne dépositaire de l'autorité publique ou une chargée d'une mission de service public. Là, vous risquez 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors, on a aussi des condamnations sur les personnes morales, hein, puisque ça, on est bien d'accord, et qui vont jusqu'à 275 000 € d'amende. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, ce que je voudrais vous dire par rapport à ce rapport de pouvoir dans une relation publique, c'est qu'on est bien sur la restriction d'accès à un droit. Donc, le droit de travailler, le droit de se loger, le droit d'accéder à des loisirs, le droit de rentrer en discothèque, hein, c'est marqué, le droit d'avoir la même rémunération qu'un homme, qu'une femme, elle a le droit d'avoir la même rémunération qu'un homme à travail égal. Enfin, voilà, hein, tout ce genre de choses. Alors, ce que je voudrais qu'on distingue ensemble, c'est que là, on est sur un rapport de pouvoir dans une relation publique, mais bien entendu, et c'est pour faire le lien avec ce que Jessie disait tout à l'heure avant moi, c'est qu'il y a aussi des rapports de domination dans les relations, dans le cadre d'une relation privée. Et c'est ça que je voudrais qu'on distingue ensemble. Et là, on serait plutôt, donc, je ne veux pas jouer avec Nicolas parce qu'il est trop gros et qu'il va faire perdre mon équipe pendant le match de foot. Je refuse de m'asseoir à côté de cette personne parce qu'elle est homosexuelle. Là, on est dans un cadre de relation privée qui n'empêche qu'il existe des rapports de domination dans les relations privées. Mais on ne sera pas sur la discrimination au sens juridique du terme. La discrimination dans le sens juridique du terme n'existe que dans la sphère publique. Donc ce mode de rapport, alors les rapports de domination dans le cadre d'une relation privée, font référence à des actes de stigmatisation, de mise à l'écart, et qui sont produits dans la sphère privée, qui peuvent être bien entendu jugés illégitimes, moralement, mais qui ne sont pas forcément répréhensibles par la loi. Donc ces stigmatisations, ces mises à l'écart, bien sûr, peuvent se traduire différemment. Et on va retrouver du coup tous nos concepts idéologiques de tout à l'heure, racisme, sexisme, homophobie, agisme. Alors on va les définir ensemble, ces termes-là. Racisme, on est donc sur une idéologie qui postule l'existence de races et qui considère qu'il y a une hiérarchie entre ces races. Alors, je ne vais pas aller aussi loin que Jessie sur ce qu'il vous a décrit tout à l'heure, mais voilà, ça fait le lien. Le sexisme, lui, renvoie aux attitudes, aux croyances fondées sur des modèles stéréotypés qui divisent les rôles et comportements en fonction du sexe et selon le sexe. Alors le mot agisme, on ne l'entend pas souvent celui-là, mais c'est le fait, c'est une attitude qui consiste à déprécier les individus selon leur âge. Et l'homophobie renvoie à l'hostilité explicite ou implicite, mais violente et agressive envers donc, des individus dont les préférences amoureuses et sexuelles concernent des individus de même sexe. Donc ça, tout ce que je viens de vous décrire, toutes ces mises à l'écart, qui peuvent en tout cas se traduire par des mises à l'écart, quel impact finalement ça va avoir et comment ça va se traduire concrètement, quoi. Ça peut se traduire par de la violence. Alors, en termes de violence, on peut être sur de l'exclusion, du rejet de la personne, jusqu'à l'injure raciste, sexiste ou homophobe, ou encore agression physique à caractère raciste, homophobe ou sexiste. Mais ça peut être aussi des moqueries. Ça peut être aussi des surnoms qui concernent son apparence physique, son origine ethnique. Voilà. Mais je voudrais bien qu'aujourd'hui, vous réussissiez et qu'on réussisse ensemble à distinguer, en tout cas, ces deux choses. Et qu'on ne travaille pas forcément de la même manière sur des rapports de pouvoir et sur des rapports de domination. Malgré tout, c'est lié, hein, je ne dis pas le contraire. Mais, et je vais revenir sur ce que disait Jessie du coup, hein, en termes de pratique, il y a finalement plusieurs choses à prendre en compte pour travailler ces questions-là. Donc, une inégalité de traitement est une discrimination lorsque celui qui discrimine
qui discrimine agit dans le cadre d'une relation publique, c'est-à-dire en tant que représentant d'une organisation publique ou privée. Une inégalité de traitement produite dans le cadre d'une relation privée entre des individus ou des groupes n'est pas une discrimination, mais on parle bien de mise à l'écart. Donc, finalement, on peut se demander maintenant comment on fabrique de la discrimination, comment on en arrive à ce type de choses. On construit nos connaissances, on construit notre expérience à travers notre univers familial, notre univers amical, professionnel, médiatique aussi. Et de ce fait, nous avons des représentations sur tout un tas de choses, des représentations qu'on a construites au fil de sa vie. Ces représentations, elles nous permettent de nous guider en fait dans la vie. Et elles permettent aussi qu'on puisse interpréter des situations. Alors, je prends un exemple. Vous rentrez seul. Alors moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois parce que j'habitais à Paris, donc je sortais quand même assez souvent. Et je rentrais souvent seule, suite à au petit trajet dans le métro. J'avais encore une dizaine de minutes à pied. Et bien souvent, il m'est arrivé de rencontrer des groupes. Et quelle réaction j'avais à la rencontre de ces groupes que je voyais au loin, je changeais de trottoir. Alors c'est peut-être parce que j'habitais en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, et que le fait de voir des groupes un peu bruyants on fait que j'en ai peur. Voilà. Et ça fait que ma représentation par rapport à des groupes bruyants qui arrivent au loin, ça se traduit par de la peur. Du coup, je change de trottoir. Donc j'ai ma propre représentation sur les groupes bruyants dans la rue. J'ai peur. Donc ça, finalement, ce type de représentation, on s'en est construit. Alors, je prends cet exemple-là, mais on aurait très bien pu parler. Quand on interroge les gens, par exemple, on avait fait une étude à un moment donné avec une structure qui travaille sur le handicap dans la Marne, et on avait interrogé les gens en leur demandant qu'est-ce qui leur vient à l'esprit quand on parle de personnes handicapées. Et ça permet de saisir les représentations. Et quand on saisit ces représentations, elles tournent autour du handicap moteur, elles tournent autour du handicap mental, et c'est tout. Le reste des handicaps n'est pas du tout cité, n'est pas du tout pris en compte. Et voilà. Donc, la représentation des gens liés au handicap, elle se restreint à 2 types de handicap. Il me reste 10 minutes. Mais c'est bon, j'ai bientôt fini. Donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les représentations vont nous permettre d'analyser des situations qu'on a déjà rencontrées ou qu'on va être amené à rencontrer. Le risque dans ces situations, c'est de faire appel à nos stéréotypes. Alors, du coup, un stéréotype. Si je reprends notre exemple du recrutement tout à l'heure, où finalement j'ai écarté les femmes, c'est pour un poste donc, qui est à responsabilité, où la personne va être amenée à se déplacer souvent. Et du coup, je n'ai pas recruté de femmes. Alors, pour plusieurs raisons, mais quand même, comme c'est une personne qui va être amenée à faire beaucoup de déplacements en voiture, et que c'est bien connu que les femmes ne savent pas lire les cartes routières, du coup, et de se déplacer dans l'espace, c'est pas top. Du coup, voilà. Donc j'ai utilisé un stéréotype bien connu, quand même. Et qu'en plus, et on va réutiliser celui de tout à l'heure, à 16h30, il faut qu'elle aille chercher les enfants et qu'après qu'elle s'en occupe. Et puis, bon, et si malencontreusement elle n'avait pas d'enfants, elle risque peut-être un jour de tomber enceinte et voilà, du coup un arrêt et puis après tout ce qui s'ensuit. Donc c'était finalement la meilleure des choses à faire pour moi. Mais j'empêche que j'ai fait appel à mon stéréotype. Donc un stéréotype, c'est quoi? C'est une croyance qui est partagée par tout à chacun, qui est généralisée, mais qui simplifie quand même beaucoup la réalité. Et donc ce sont des croyances partagées qui concernent des caractéristiques personnelles en général et bien souvent des traits de personnalité. Donc on en a plein des stéréotypes, je suis sûre que vous en avez plein en tête. Mais c'est croire aussi, par exemple, que tous les jeunes qui portent des casquettes écoutent du rap ou font du slam. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. Mais voilà, il y en a plein. Non. Les stéréotypes, finalement, ça permet aussi de... l'être humain est assez... Enfin, ou tout du moins son cerveau, il est un petit peu feignant. Alors, du coup, il s'économise.
Et comme on s'économise, bah forcément, on va chercher ce qui est le moins loin. Et ce qui est le moins loin, c'est le stéréotype parce qu'il a généralisé l'information à cette catégorie de population. On parle aussi de préjugés. Alors, les préjugés, on est plutôt sur l'idée de jugement a priori. On est plutôt sur l'évaluation de l'autre. On estime, par exemple, qu'une personne qui porte un tatouage, elle ne va pas être rigoureuse dans son travail. C'est un préjugé, hein. Il n'y a rien qui va nous permettre de confirmer ça, mais en tout cas, c'est un préjugé. Donc, ce que je voudrais vous dire par là, c'est que ces mécanismes, représentations, stéréotypes, préjugés, à un moment donné, peuvent amener à fabriquer de la discrimination. Et en tout cas, peuvent venir aussi renforcer des attitudes, des comportements qui peuvent être caractérisés d'hostiles face à certaines catégories de population. Pour finir, parce que je vais finalement conclure, parce que ça fait bien le lien avec ce que Jessie a dit, je voudrais que vous reteniez, en tout cas sur ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, c'est qu'une sélection n'est pas forcément une discrimination si elle repose sur des critères objectifs, légitimes et légaux. Que le droit antidiscrimination concerne tous les domaines de la vie sociale, sauf ceux qui concernent les relations privées. Toute discrimination n'est pas intentionnelle. Toute pratique discriminatoire renforce les rapports de domination qui sont fondés sur des normes sociales, racistes, sexistes, et qu'il est important de faire un travail collectif de compréhension de ces enjeux pour arriver à prévenir la discrimination. Mais alors, deux types de choses. Effectivement, quand je vous parle de travail collectif, il me semble que c'est incontournable. Et puisque Jessie l'a dit aussi tout à l'heure, on travaille sur nos pratiques. On n'essaye pas de changer les gens ou la mentalité des gens. Bien sûr, on essaye de la faire évoluer un petit peu et d'ouvrir en tout cas. Mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'on observe et qu'on regarde un petit peu les pratiques, nos pratiques professionnelles qui peuvent être des fois être amenées à être des pratiques potentiellement discriminatoires. Donc, à la fois un travail collectif pour comprendre, pour déconstruire aussi un certain nombre de stéréotypes. Alors, quand je dis ça, c'est joli, hein, ça prend du temps. C'est pas quelque chose c'est pas parce que vous avez aujourd'hui écouté Jessie et Émilie que demain vous aurez déconstruit tous vos stéréotypes. Non, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est un travail qui demande vraiment une compréhension de ces enjeux pour une meilleure prise en compte des publics. Et à la fois, j'ai envie de dire, un travail interne qui est obligatoire, mais aussi un travail qui va permettre de mieux travailler la question avec les publics que vous avez en face de vous et de mieux répondre aux besoins des publics que vous avez en face de vous.